Bonjour à tous, bienvenue dans cette REF consacrée à la mobilité sociale, à la discrimination et au déterminisme. Est-ce qu'on peut lutter contre ce déterminisme? On va en parler pendant 3 heures avec de nombreux intervenants, des chefs d'entreprise qui vont nous expliquer comment font-ils pour essayer de lutter contre cette discrimination sociale, cette mobilité sociale. Et puis aussi des chercheurs, des anthropologues qui viendront apporter leur lumière. Et puis il y aura une étude très intéressante qui a été conduite pour cette REF par Kantar qui va nous expliquer comment ça marche et comment ça marche aussi à l'étranger. Mais la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le MEDEF organise une telle conférence sur la mobilité sociale? Peut-être parce que les entreprises ont un rôle à jouer. Et pour ce faire, j'appelle le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Côté. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, est là. Bonjour. Merci d'être là. La question qu'on peut se poser, effectivement, c'est pourquoi vous avez choisi ce thème? Est-ce que c'est la responsabilité des entreprises, mais pas que? Souvent, c'est plutôt la responsabilité de l'État. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça. Pendant longtemps, on a vu ça en France. La question, c'est qu'est-ce que peut faire le MEDEF et les entreprises? Bon, d'abord, je crois qu'on commence à sortir de la pandémie. Et il est temps un peu de relever la tête, de dézoomer, de regarder un tout petit peu plus loin. Alors c'est vrai que pendant 1 an et demi, on n'a parlé que de fonds de solidarité, de chômage partiel, de relance, de vaccination. On n'est pas complètement sorti, mais un des rôles du MEDEF, c'est d'aider à faire progresser les entreprises. Et c'est pour ça qu'on inaugure une nouvelle série de REF. Et ça sera le cas d'ailleurs de la grande REF à Longchamp fin août, sur des sujets, j'allais dire, plus larges et un peu moins opérationnels, un peu moins quotidiens que ceux qu'on a traités jusqu'à présent. Alors, la mobilité sociale, c'est un sujet qui concerne évidemment toute la société, à commencer par l'école, à commencer par les diverses formations, mais l'entreprise est un des endroits où la mobilité sociale existe encore. Peut-être moins qu'avant, c'est une des questions qu'on se posera aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours été frappé par mon premier job, qui était chez L'Oréal. J'ose pas vous dire quand c'était, mais enfin, il y a quelques années. Mon premier patron chez L'Oréal avait commencé comme représentant sans diplôme, autodidacte, juste après la guerre. Et il était patron d'une des grosses filiales de L'Oréal. Ça montrait que même dans un groupe très en pointe, qui recrute beaucoup de diplômés, il y avait, à l'époque en tout cas, la possibilité de progresser et de monter dans la hiérarchie. Donc il y a 2 manières de voir les choses. Il y a le verre à moitié vide, il y a moins de progression, il y a plus la culture du diplôme, il y a ce chiffre de l'OCDE qui nous a tous beaucoup frappés, même s'il est sujet à caution sur il faut 6 générations pour un enfant de milieu modeste de changer de catégorie sociale. Mais il y a aussi le verre à moitié plein, le fait que dans l'entreprise, si on a les compétences, en partie dans les PME, si on a l'envie de travailler, on peut progresser à la fois sur le plan du poste et sur le plan du salaire. En quoi l'ascenseur social est un vrai sujet d'entreprise? Presque, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Je crois que le thème de votre REF que vous allez organiser au mois d'août, comme d'habitude, enfin fin août, c'est à l'air libre. Alors hier, on était tous à l'air libre avec la fête de la musique. Il suffit de voir qu'on a tous envie de faire la fête. Cela dit, est-ce qu'aujourd'hui, l'ascenseur social, ça passe par l'entreprise? Oui, alors pas que l'entreprise. Encore une fois, il y a un rôle de l'éducation nationale, il y a un rôle de la fonction publique qu'on oublie un petit peu, mais qui est aussi et qui devrait... Alors la fonction publique, c'est très divers. L'armée est encore un vecteur d'ascenseur social très, très fort. L'entreprise a son rôle à jouer, mais je ne vais pas le mettre sous le seul prisme de la RSE et de l'engagement citoyen des entreprises. Je pense que c'est aussi un facteur d'efficacité. C'est surtout. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous mettez... Alors ça dépend des business, ça dépend des entreprises, mais si vous mettez un milieu de travail totalement homogène, avec des équipes de direction, d'encadrement ou des salariés qui viennent tous du même moule, des mêmes écoles, avec les mêmes formations, je pense qu'on conduit à de la sous-performance. Alors c'est vrai dans les diversités de genre, diversité d'origine, mais aussi de diplôme. C'est ça qui est le focus d'aujourd'hui. Un autodidacte ou une autodidacte ou quelqu'un de moins diplômé peut contribuer à une entreprise de manière très différente. Aujourd'hui, je pense que le diagnostic qu'on peut faire, c'est que
Les PME, plus elles sont d'ailleurs petites, plus elles sont dans des métiers nouveaux, moins elles discriminent par le diplôme. Entre guillemets, elles ne peuvent pas se le payer. C'est moins vrai dans les grands groupes parce que, évidemment, c'est plus confortable pour un DRH de s'appuyer sur la référence du diplôme qui est par construction. Alors, évidemment, le lien entre origine sociale et diplôme est un autre sujet qui dépasse le cadre de l'entreprise. Parce que là, on vient aux bourses, on vient à la facilité de faire des études supérieures quand on vient d'un milieu modeste, sur des sujets qui sont plus sociologiques et plus larges que celui de l'entreprise seulement. Diriez-vous qu'on est dans un monde qui est de plus en plus technologique ? Est-ce que c'est une chance ? Parce que là, on a surtout besoin de créativité. On a besoin d'ingénieurs, certes, avec des diplômes, sans doute, mais aussi il faut de la créativité. Vous venez de cet univers-là, Geoffroy Roux de Bézieux. Est-ce que vous dites ça, c'est vraiment une chance ? Et il faut qu'on réfléchisse, nous, à ça, parce que ça, là, ça peut faire bouger. Alors, c'est les deux. Hein. C'est-à-dire que si je prends l'école 42 comme exemple, qui sélectionne des futurs codeurs informaticiens hors de tout cursus de diplôme, on voit bien que c'est une chance. Pour rentrer à l'école 42, pas besoin d'avoir un background familial qui vous y prépare. En même temps, cette économie de la connaissance, on voit bien que si on a sauté des étapes scolaires, on risque d'en souffrir. Et c'est vrai pour les rentrées dans le monde du travail, mais ça l'est, je pense, encore plus dans le monde du travail. Il y a une obsolescence, elle n'est pas programmée, mais il y a une obsolescence réelle des connaissances qui fait qu'à un certain âge, on peut sortir du marché du travail par perte de compétitivité au sens connaissance. Et c'est d'ailleurs un des sujets des entreprises et du travail des seniors. Est-ce que vous avez là le sentiment aujourd'hui que le concept évolue ? Vous avez parlé d'efficacité. En même temps, on voit bien que la RSE, c'est très bien, mais souvent, pour l'instant, c'est souvent, pardonnez-moi, mais un peu des grands mots. Il faut que ça soit efficace, vous avez raison. Est-ce que les concepts évoluent ? Est-ce qu'ils doivent évoluer ? Et dans quel sens ? Il faut d'abord mesurer, et c'est des choses qu'on ne fait pas beaucoup. Nous, on a essayé de mettre en place avec nos fédérations des observatoires de la mobilité. Je sais par exemple que la grande distribution, enfin le commerce, le fait et mesure chaque année le nombre de promotions d'un échelon à l'autre. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la mobilité sociale, j'allais dire, sans le mesurer scientifiquement. D'ailleurs, le sondage que vous allez montrer, je crois, juste après montre quand même, c'est quand même une bonne surprise. Oui. C'est-à-dire que dans un pays qu'on pensait relativement figé en termes de mobilité sociale et de déterminisme social, vous avez, je vais citer juste un chiffre, je ne vais pas spoiler la présentation, vous avez 64% des salariés qui disent avoir connu une progression sociale par rapport à leurs parents. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre, puisque on avait l'impression que finalement la société est figée. Donc, l'entreprise privée reste un lieu où, quand on s'y investit, quand on a la possibilité, on peut progresser dans l'échelle sociale. Avant peut-être de vous demander qu'est-ce que vous trouvez qu'il faudrait faire absolument, est-ce que là, on sort de cette crise sanitaire, est-ce qu'on peut dire que ça va rebattre un peu les cartes ? Est-ce que du coup, tout s'est un peu aplani et tout le monde repart à zéro, ou alors on est encore dans l'illusion du monde d'après ? Avant que le monde d'avant nous rattrape. C'est difficile de répondre par oui ou par non à cette question. Moi, il me semble qu'il y a une chose qui est évidente, et qui ne va pas toucher tout le monde, mais le télétravail a aplani les hiérarchies. On n'est pas du tout... La France avait historiquement un mode de management plus pyramidal, plus autoritaire, plus hiérarchique, plus traditionnel. Paternaliste. Alors oui, peut-être paterniste que d'autres pays. Dans un mode de travail, on est obligé de déléguer. Il y a une nécessaire autonomisation des salariés. Et donc, ça rebat ces cartes-là. Mais c'est vrai que c'est un peu le monde des cols blancs. Est-ce que ça remonte ? Est-ce que ça rebat les cartes ? Au fond, la question de la mobilité sociale, elle se pose à travers des silos. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, quand on rentre dans une entreprise, dans une catégorie, je sais pas quoi, moi, on rentre, je vais prendre la grande distribution comme chef de rayon, est-ce qu'on peut devenir directeur de l'hypermarché ? Et c'est le cas dans la grande distribution, c'est pas toujours le cas dans toutes les filières. Et c'est ces silos-là qu'il faut qu'on arrive à briser. C'est d'abord une question d'attitude du chef d'entreprise, du patron, de la manière dont il briefe
ces DRH, sa DRH, sur la manière de choisir les promotions. C'est une sorte d'ouverture qu'il faut arriver à faire. Encore une fois, pour des raisons, je pense, d'efficacité. Oui. Vous savez, il y a une loi qui va être adoptée. On en parlera tout à l'heure avec Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité des femmes-hommes, notamment, et de la discrimination. Cette loi, elle est passée à l'Assemblée nationale, elle va arriver au Sénat, et donc elle devrait être, d'après ce que nous dit Elisabeth Moreno, peut-être fin de l'année, pour avoir un seuil de 30-40% dans les COMEX, que les CODIR. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Vous trouvez que difficile peut-être à appliquer, ou est-ce qu'il faut l'appliquer? Nous, on est évidemment favorable à ce qu'on féminise les indigènes. Je fais une petite parenthèse, je m'y attelle au MEDEF, où c'est pas tout à fait facile, parce que quand j'ai le choix, j'essaye de pousser la parité, mais évidemment, ça dépend aussi de nos fédérations et de nos territoires, qui sont des fédérations autonomes et des territoires autonomes. Mais on pousse, on s'est mis comme objectif d'avoir 30% de femmes dans les instances, comme le nombre de femmes chefs d'entreprise. Alors, cette loi, elle va dans la bonne direction, mais comme toujours, le diable est dans les détails. Et il y a 2 détails qui nous posent problème. Le premier, c'est qu'elle se focalise sur les instances de direction, alors que pour nous, c'est plutôt le vivier. Ça peut être les cadres dirigeants, les 10% des cadres. C'est-à-dire qu'il faut raisonner une entreprise. Alors, évidemment, ça dépend de la taille. Ça n'est pas que 8, 12 ou 15 personnes qui la dirigent. C'est plus l'équipe de tête. Et l'autre chose, c'est qu'elle doit prendre en compte, dans la manière dont les décrets seront rédigés, le point de départ. Quand vous recevez, je pense à une grande entreprise de la Défense nationale, 10% ou même moins de 10%, 7% de CV féminins, vous avez un point de départ qui est un peu plus compliqué. Et quand vous êtes dans une grande entreprise de cosmétiques et vous recevez à l'inverse 80% de CV féminins, vous êtes presque dans le problème à l'inverse. Donc, qu'on atteigne 30 ou 40% suivant les paliers de la loi, mais qu'on donne pas exactement le même temps quand vous partez, parce que le top départ n'est pas le même, et que par construction, faut jamais oublier que la comparaison qui est faite avec la loi sur le conseil d'administration n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce que dans un conseil d'administration, il y a un renouvellement par tiers tous les ans. Donc en fait, il y a une rotation naturelle qui donne l'opportunité. Dans un COMEX ou dans une instance dirigeante, il n'y a pas de renouvellement, sauf évidemment les départs, licenciements ou démissions. Oui, on pourrait juste poser cette question, où est la poule, où est l'œuf? Vous voyez ce que je veux dire, Geoffroy Roux de Bézieux? C'est-à-dire que c'est vrai que dans la défense, il y a très peu de femmes, mais parce que comme les femmes savent qu'elles n'auront pas de chance d'y aller, elles n'y vont pas non plus. Ah, je pense que c'est plus compliqué, pardon. Parce que mais je pense que vous avez même totalement tort. Quand vous demandez au DRH de MBDA, pour prendre cet exemple que je connais, mais lui, il cherche à tout prix des femmes ingénieurs. Et il n'en a pas. Parce qu'on part d'un point de départ qui est moins de 20% de femmes dans les classes préparatoires d'ingénieurs. Donc, ne mettons pas tout sur le dos des entreprises. Il y a un problème plus large, culturel, de rôle modèle dans la société, qui fait qu'effectivement, certains métiers attirent beaucoup plus, certaines professions ou certains secteurs que d'autres. Ça peut se corriger dans le temps, mais il faut du temps. Juste pour conclure cette introduction, si vous aviez 2 ou une, je ne sais pas, une préconisation, une mesure en tant que président du MEDEF, ça serait quoi par rapport à ce sujet? C'est un message pour les DRH. Voilà, oui. C'est un message pour les DRH. Prenez des risques. Oui. C'est-à-dire, pour les gens qui embauchent, évidemment, quand on embauche quelqu'un qui a fait le même métier ailleurs, ou quand on promeut quelqu'un en interne, et qu'on a, vous voyez, toutes les cases, puisqu'il a le bon diplôme, il a fait le parcours avant, etc., évidemment, il y a moins de risques. Et je comprends le réflexe naturel. Mais donc, la manière de combattre ça et de promouvoir et de développer l'ascension nationale, c'est prendre des risques, pas sur tous les recrutements, parce que sinon, c'est un peu rock'n'roll, mais de prendre les risques une fois de temps en temps, de prendre le candidat atypique qui n'a pas le bon diplôme, et de se dire, voilà, je vais voir comment tout ça va se terminer, et souvent on a de bonnes surprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Dans un instant, c'est donc Laure Salvin de Kantar qui va nous présenter cette très grande enquête. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a des surprises, et plutôt des bonnes surprises. Après, il y aura le patron de la grande distribution en France, il y aura Sophie Corian qui dirige Corian, il y aura la directrice générale de la Fédération bancaire, il y aura la DRH d'Amazon, justement, qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils font, et est-ce que c'est suffisant, contrepoids avec des sociologues et des anthropologues. À tout de suite.